Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi à Média Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Média Show aujourd'hui, c'est jeudi, oui, c'est bien jeudi, 16 janvier 2025. Il n'y a pas longtemps, c'était un premier. On est déjà à 16, hein. Ça va vite, les gars. Bienvenue chez nous. Taxi Média Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons visiter deux rédactions de ce qu'on a prévu. La rédaction du journal des Guardians et celle du journal La Nouvelle Tribune avec le Matisogbe. Ambroise Pondu est déjà au téléphone avec nous. On le reçoit tout de suite. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Eric, bonjour tous ceux qui me suivent sur Taxi FM ce matin. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne et vous parlez de beaucoup de choses dans votre journal des Guardians ce matin. Vous parlez également de Fort Gnassingbé et vous dites que le régime de Fort Gnassingbé bunkérise le Togo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui, Fort Gnassingbé bunkérise le Togo a tout un sens, d'autant plus que vous savez qu'il y a le dernier conseil des ministres tenu vendredi a décidé de beaucoup de choses. Oui. Et la première décision, ça concerne un projet de loi qui renforce les services de renseignement. Et le communiqué du même conseil des ministres, dans la deuxième partie, parle d'un décret qui protège le secret de la défense. Ce qui suppose que les renseignements qu'on avait depuis longtemps au Togo, d'ailleurs les plus redoutés et les plus réputés au Togo, dans la sous-région, vont être renforcés. Et quand on parle du renforcement des services de renseignement avec tout ce que cela comporte, vous imaginez ce que cela pourrait amener comme grabuge. C'est vrai que le texte présente de nombreuses innovations à en croire le communiqué. On parle notamment de l'instauration d'un délégué chargé de la coordination de l'ensemble des services de renseignement, l'institution d'un contrôle interne administratif, d'un contrôle externe par le Parlement. Ils disent également que ces activités de renseignement visent à assurer une meilleure coordination et de renforcer la transparence de leur action en veillant au respect des droits des citoyens, poursuit le communiqué. Alors, tout ça, c'est la forme. Maintenant, le fond et la mise en œuvre, c'est là où nous sommes arrêtés pour en savoir plus sur ce qu'ils veulent mettre dans le renforcement des renseignements. On sait, nous ne sommes pas des services de renseignement. Nous, journalistes, nous faisons l'investigation, mais les renseignements sont plus poussés et on ne maîtrise pas les outils, les modes opératoires d'un agent de renseignement et tout ça. Et ça peut craindre demain. Et ce qui vient renforcer cette inquiétude que nous soulevons dans notre journal, c'est le deuxième volet, donc le décret qui parle de protection du secret de la défense nationale. Et là, c'est là ça craint, d'autant plus que quand on parle de secret défense, on sait qu'il peut y avoir des informations que certaines personnes peuvent détenir, notamment journalistes, lanceurs d'alerte, et c'est ce que nous imaginons. Ou autres personnes habilitées à avoir certaines informations que le gouvernement jugerait sensibles et qui porteraient atteinte à la sécurité de l'État ou à la sécurité de l'État, tout ce qu'on peut imaginer, et qui peuvent amener des violations des droits de l'homme sur telle ou telle personne. Surtout, ça peut rétrécir l'espace de liberté du journaliste que nous sommes, peut aller même au-delà du travail, de la mission de l'organe de régulation qui s'occupe déjà de ce secteur. Et donc, on ne sait pas tout ce qu'on met dans ce paquet-là. On propose de protéger le secret défense, et tant qu'on ne sait pas ce qu'on met dedans, il y a péril en la demeure. C'est ce que nous essayons de soulever dans cet article en étant dans le wait and see pour savoir ce qui en arrivera. Sauf que dans le fond, on ne connaîtra plus ce qu'on mettra dans
dans cela, c'est vrai que dans la norme juridique, un décret comporte des tests d'application. C'est les tests d'application que nous allons voir pour savoir réellement ce qui va se passer. D'accord, très bien. Renseignement des services, enfin, renforcement des services de renseignement et protection des secrets de la défense, le régime fort bunkériste du Togo. L'article donc à lire à la page 3 de votre journal. Un autre sujet, toujours lié au pouvoir de Faure Gnassingbé, vous parlez de l'Église catholique ouvertement contre un énième mandat de Paul Biya au Cameroun. Qu'en disent les églises catholiques et protestantes du Togo? Vous voulez en savoir un peu plus, c'est ça? Oui, c'est des questionnements qui sont légitimes, importants et légitimes par rapport au régime que nous avons en face de nous, notamment au Cameroun et au Togo, qui ont une similarité indiscutable. Vous savez, ces dernières semaines, les évêques ont fait des sorties osées, je l'ai bien précisé dans mon sous-titre, ouvertement contre un énième mandat de Paul Biya au Cameroun. Et donc, ils sont pratiquement tous les évêques dans leur région respective et qui ne comprennent pas le pourquoi Paul Biya voulait encore se positionner pour un énième mandat. D'abord, c'est l'évêque du diocèse de Yabwa, dans l'extrême nord du pays, qui a ouvert le bal dans une vidéo devenue virale sur la toile. Monseigneur Yagoua oui, Monseigneur Yuda Ougon a clairement appelé à l'alternance politique au Cameroun. Et comme cela ne s'est pas arrêté là, un autre évêque, notamment celui de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, dans une homélie, déclare en ces termes: la plus grande des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer les souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un mixeur qui réduira à la pâte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le mixeur ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Et donc, c'est la question que le prélat se pose. D'un autre côté, Monseigneur Jean Mbaga, archevêque de Yaoundé, a appelé l'État à tout faire pour que la voix des Camerounais soit entendue. Il y a un autre évêque aussi, un peu plus loin, qui lui, carrément, souhaiterait que le diable même vienne gouverner le Cameroun. Et là, on verra ce qui va se passer en dehors de Paul Biya. Et donc, tout ça nous ramène dans un espace public politique togolais où les évêques au Togo et les églises, les pasteurs protestants, ont aussi leur manière de mettre leur nez dans les affaires politiques, dans les affaires publiques, quand ça ne va pas, parce que c'est des églises qui drainent des dizaines, voire des centaines de milliers de fidèles et qui peuvent impacter la vie politique. Et donc, vous comprenez qu'il y a matière à se poser la question de leur action réelle sur ce que vit comme misère et comme aspiration à l'alternance le peuple togolais. Et donc, si les évêques camerounais arrivent à oser au Cameroun, pourquoi pas chez nous au Togo, où les évêques sortent souvent des lettres pastorales, les pasteurs de l'église protestante, surtout presbytérienne, et les évêques sortent des pasteurs, des écrits pastoraux pour attirer l'attention des autorités sur tel ou tel fait qui n'arrange pas le pays, et propose des solutions pour que le Togo puisse sortir de l'ornière. Mais au-delà de tout, il s'arrête à la forme diplomatique, mais il n'arrive jamais à aller au fond, et comme les évêques camerounais. Donc, nous avons essayé de poser la question, qu'en disent les églises catholiques et protestantes, pour attirer leur attention sur le rôle, la mission qui revient aux églises. L'Église a une mission de vérité à remplir en tout temps et en toutes circonstances en faveur d'une société à la mesure de l'homme, de sa dignité et de sa vocation qui devrait être un animateur que sont les pasteurs. Et donc, c'est ce que nous avons essayé de dire. Et ils sont là à influer sur ils peuvent aussi influer sur les décisions politiques pour un changement radical des paradigmes dans un pays comme le Togo ou le Cameroun. D'accord, très bien. Et puis, les élections sénatoriales, c'est bientôt. Et vous dites que les dinosaures du défunt RPT sont en ordre de bataille aux grandes dames des jeunes d'unir, c'est ça? Oui.
d'abord les élections sénatoriales que contestent et dénoncent les partis d'opposition et certaines franges de la société civile ne donnent pas beaucoup de monde quand à voir l'allure ou à voir l'ambiance qu'il y a autour de ces élections, dont certains qualifient de budgétivores et d'inutiles. Et là, ils sont nombreux. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est le parti au pouvoir qui d'ailleurs est à l'initiative de cette deuxième chambre, une chambre qui constitue la chambre haute du Parlement togolais, auquel s'ajoute l'Assemblée nationale, et alors que on cherche d'abord à nourrir les Togolais, à payer les salaires, à honorer les engagements liés au SMIG, surtout dans le privé. Voilà, au lieu que beaucoup s'attendaient à ce que les jeunes qui disent-ils, ont mouillé le maillot lors des dernières élections, surtout législatives et communales, et surtout aussi les élections régionales, et dont certains même sont devenus conseillers régionaux et conseillers municipaux. Et voilà, on sort une liste qui comporte des noms du RPT, donc du défunt parti RPT, des gens qui ont fait 50 ans de carrière et 60 ans de carrière, qui reviennent à la charge dans une chambre que certains qualifient déjà de reposoir, et parce que là, il y a aucune matière à signaler. Il y a les Barquet, il y a les Ayassor, Barquet qui est ministre depuis que moi je suis né, Barquet est ministre avant ma naissance. Il y a Ayassor qui est là, qui est l'un des vélus du pouvoir, qui a été éjecté du gouvernement il y a de cela quelques années, le tout puissant ministre des Finances qui a fait pratiquement 10 ou 12 ans au gouvernement de Franck Gnassingbé. Il y a Bitoko Tipo Yanninim qui a été l'un des anciens ministres de Gnassingbé et Adema. Il y a Komlan Mali qui aussi a été ministre de la ville, premier ministre, et qui est garé quelque part. Mais tout ce monde-là, sans parler de l'ancien président de l'Assemblée, l'homme de Tchamba, je crois, hein, et son nom m'échappe. Kamboli Dramani. Kamboli. Dramani, voilà, lui aussi, il est dans la liste. On retrouve aussi la liste du directeur de Mid-Nelson, mais lui n'est pas aussi trop baron. Mais on se dit qu'il y a quand même un paquet de dinosaures, de fatigués de la République qu'on nous ramène pour pouvoir occuper le Sénat qui est déjà très contesté. Et donc, certains l'appellent un reposoir, d'autres disent que c'est un guide de remerciement de tout ce que ces messieurs-là ont servi au régime Eyadema, un régime Eyadema qui continue par du père au fils avec Franck Gnassingbé, donc un guide de remerciement, et ils vont occuper l'Assemblée, et là on est sûr qu'ils ne vont pas jouer au fauteuil de trouble. Alors, ça ne fait pas, ça fait grincer des dents de l'autre côté. Des jeunes cadres de UNI, qui est le parti créé par Franck Gnassingbé, et qui se disent qu'ils ont été bernés, ils ont été floués, après avoir mouillé le maillot. Maintenant, au lieu de leur faire confiance en le positionnant au Sénat, on ramène les vieux qui ont déjà eu des milliards, certains seraient des milliardaires, d'autres seraient des millionnaires, d'autres ont déjà fait leur vie, et bon nombre parmi eux sont des octogénaires, c'est-à-dire des gens qui ont pratiquement 80 ans et au-delà. Et là, nous nous posons la question si la jeunesse unie a encore de l'avenir dans ce parti. Et justement sur cette question de cette jeunesse, vous parlez aussi, Ambroise, de cette jeunesse avec le concert organisé. Pour vous, ça pose un problème? Oui, 5e République sous le signe des concerts musicaux. Oui. Ça fait rire. Mais ça aussi sonne l'inquiétude au sein de l'opinion publique. D'autant plus qu'ils sont des milliers, des dizaines de milliers à quitter l'université. Certains n'ont même pas fini la course. Ils ont quand même le bac et donc sont certainement employables, mais qui n'ont pas de boulot, qui végètent. Et donc, à qui on devait proposer de l'emploi, le premier emploi tout au moins, mais en remplacement, on leur propose de la musique, de la danse, des concerts musicaux. Le président lui-même propose dans chaque région. En temps normal, dans certains contextes, ce n'est pas contestable. On pouvait comprendre un président de la République qui voudrait juste égayer sa jeunesse en proposant des concerts gratuits avec des artistes de renom. Mais sauf que ici, bon nombre de ces jeunes-là déjà végètent dans la misère, il n'y a pas d'emploi, certains se sont trempés dans la drogue, d'autres c'est dans l'alcool,
Et c'est à ces gens-là, à ces jeunes-là, qu'on propose de la musique, de la danse. Et là, ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. Très bien. 5e Je voudrais finir ce concert musical. Oui, allez-y, finissez. Je voudrais finir cette revue de presse avec la célébration du 102e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous savez dans quelles conditions le premier président de la République, le père de l'indépendance, le père de la nation, nous le clamons, a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis le 13 janvier 1963 et que les Togolais ont essayé de commémorer le 13 janvier. Et c'est une fête qui continue. C'est un événement qui continue de marquer les Togolais émotionnellement. Et là, c'est les opposants. Au lieu d'en être le pouvoir qui prennent le devant, le Sylvestre en organisant des messes et des cultes pour le repos de la mémoire de Sylvanus Olympio, c'est les opposants qui sont nombreux à reçu la tombe de Sylvanus Olympio à Ogoué, dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le Bénin, alors que c'était le Togo. Et donc, nous avons aussi souligné cela. Et on finit avec les gros porteurs, les usagers de la route, qui doivent extrêmement faire attention et céder la place aux enfants et aux élèves qui souhaiteraient traverser la route. Et aussi aux usagers toujours de respecter les feux tricolores. D'accord. Le message est passé. Merci beaucoup, Ambroise Koundjou. Merci à toi, Eric. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci surtout à ceux qui nous suivent depuis la diaspora. Alors, bonne journée. On va vous accompagner avec un morceau que vous allez forcément apprécier. Ça nous vient de la jeunesse ou de l'association jeunesse chrétienne d'Agbonivi. Amélie Miassi. Oui, c'est des frères et sœurs. Je sais. Cette chanson a été récupérée par le Parti uni. Donc, louer Dieu n'est pas une fatalité, c'est plutôt une bonne chose. Allez, bonne journée, à bientôt, Ambroise. Oui. Voilà, Amélie Miassi pour votre confort d'écoute. Nous continuons la revue de presse avec l'hebdomadaire Ouara, les vainqueurs. Le confrère revient ce matin aussi sur l'hommage aux victimes de l'opération Koundouaré. La nation ne les oubliera jamais, s'exclame notre confrère. Avec une photo pour justement illustrer cet hommage-là. Nyasingbe Eyadema, un homme de paix et de dialogue, c'est un autre article à lire dans le journal Ouara, les vainqueurs. Et puis, face aux menaces sécuritaires, les forces armées togolaises réaffirment leur loyauté et engagement. Les détails de tous ces sujets-là à lire nulle part ailleurs que dans le journal Ouara les vainqueurs, dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Le Dialogue qui est aussi dans le kiosque Opération Koundouaré, hommage national aux victimes. Les détails, c'est dans le journal, bien sûr. Alors, programme d'urgence pour les savanes, des résultats probants, note notre confrère. Le journal qui évoque aussi l'amélioration des conditions des étudiants, fruit des réformes dans les universités publiques. Et puis culture, Adossa Gadaou, célébré sous le signe de la cohésion sociale. Les détails de tous ces sujets à lire dans le journal Le Dialogue, dans le kiosque ce matin. Eric, bonjour et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs du Puy de Gros Taxi du matin. Bonne heureuse année à toutes et à tous et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous également. Et quand on vous a appelé, c'est pour parler de l'économie, un petit peu de la banque, pour être précis, de l'argent, des finances. Alors, la banque et Aura Banque et Sunu Banque habitées par la crise, il se passe quoi? Oui, bon, Eric, vous savez que ces deux banques se comportent depuis un moment comme si elles étaient des sœurs jumelles, mais en réalité, ces deux banques qui n'ont rien à voir, c'est en termes de partenariat, d'actionnariat, ces deux banques indépendantes qui évoluent justement chacune dans son secteur, dans son domaine. Mais il se passe que depuis fin décembre, il y a beaucoup d'anomalies qui ont cours au niveau de ces deux banques, ponctuées notamment par des menaces de grève du personnel, d'abord à Sunu Bank avec une litanie de revendications, et ensuite au niveau d'Aura Bank avec des revendications qui portaient justement sur l'assurance maladie universelle, et
que les agents, voilà, demandaient à ce que la banque puisse verser intégralement, alors que la banque voulait prélever l'intégralité de la mue sur leur salaire. Donc, on en était là. Il y avait une menace de grève qui couvait les 30 et 31 décembre 2024 dans les deux banques, 30-31 décembre 2024 pour Sunu Bank et le 31 décembre 2024 pour Aura Bank. Et donc, finalement, cette grève a été suspendue et on a traversé 2024, on est entré dans une nouvelle année. Et juste en début d'année déjà, vous savez ce qui s'est passé au niveau d'Aura Bank. Il y a une crise, une panne monétique qui a paralysé le fonctionnement de la banque pendant une journée. Voilà, les clients n'ont pas pu toucher leurs fonds, les opérations étaient bloquées. Il y avait une grosse panne informatique au niveau de cette banque-là. Ça a fait que ça perturbait justement les opérations pendant une journée. Et vous savez qu'Aura Bank, c'est une banque aujourd'hui qui cherche preneur. La tentative de rachat par Vista Bank a échoué. Le dossier se trouve toujours sur la table de la commission bancaire de l'UMOA et c'est pas encore réglé. Et pendant ce temps, la banque cherche à recapitaliser ses propres caisses en demandant aux actionnaires de pouvoir faire l'effort afin qu'il y ait une recapitalisation de cette banque. Du côté de Sunu, c'est la même chose. Et donc, depuis quelques jours, à la surprise générale, ces deux banques annoncent la fermeture de 10 agences, 3 du côté d'Aura Bank et 7 du côté de Sunu Bank. Sans quand même expliquer, mais même si Sunu dit c'est pour optimiser le rendement, affiner les agences, ou du côté d'Aura Bank, c'est compliqué, il n'y a aucune information qui filtre, mais nous sommes allés à l'information. Ils n'ont plus de clients ou quoi? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Officiellement, Sunu Bank dit qu'elle est en train d'affiner les agences dans le souci d'un meilleur rendement, dans le souci d'optimiser leurs ressources et tout. Mais au niveau d'Aura Bank, il n'y a aucune information. Ils ont juste dit que les agences de l'aéroport, rond-point aéroport, les agences de Kanté, l'agence de la rue du commerce, les 3 agences seront fermées tout simplement, et à compter du 31 janvier 2025, alors que Sunu ferme 7 agences, dont certaines à l'intérieur du pays, à compter du 1er mars 2025. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ces deux banques-là, c'est clair. Nous sommes allés à l'information, on a demandé à savoir un peu plus, et vous savez, comme on le dit souvent, celui qui ferme boutique n'a pas trop de raisons à donner. La cause est claire. Et donc, la raison, elle est simple. Donc, nous sommes allés à l'information, nous avons eu quelques nouvelles que nous avons pu en parution de ce jour. Il est clair que ces deux banques-là sont décidément habité par la crise. Ah oui, par le diable, on pourra dire aussi. Hein. Bon, moi j'ajoute ça. Et donc, les détails à lire dans votre journal. Mais écoutez, Elob, encore un mot sur le cas d'Aura Bank. Ce qu'on a vécu là, dont vous avez fait mention tout à l'heure, où leur service a été paralysé pendant 24 heures. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'œuvre des arnaqueurs ou des hackers et tout le reste? Ou c'est juste une pour le moment, oui, mais je ne vais pas m'hasarder à dire des choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si c'est l'œuvre des hackers ou c'est l'œuvre d'arnaqueurs. On n'en sait pas plus. Vous savez que en 2024, l'UTB a subi la même chose, où le système informatique était paralysé avec plusieurs millions volatilisés dans la nature, justement parce que le système informatique était en otage. Et donc, vous savez, aujourd'hui, en matière de technologie, il y a beaucoup de failles. Il y a toujours une faille dans la sécurité. On est toujours jamais à l'abri des anomalies en ce qui concerne l'informatique. Il y a toujours des gens qui cherchent la petite bête, la petite faille pour paralyser votre système. Et ça accourt beaucoup plus dans les institutions UP, les institutions bancaires, les institutions pétrolières, des gens qui sont à la bourse. Voilà, parce que les hackers, les arnaqueurs plutôt, ils trouvent des failles dans des systèmes comme ça pour faire volatiliser des fonds. Ces grosses entreprises aussi ont du mal à acheter des logiciels. Vraiment, ils ne veulent pas sortir de l'argent pour acheter. Oui, mais Eric, il faut dire que les logiciels ne sont pas aussi moins chers. C'est des logiciels, des applications qui coûtent cher parce que la licence. Oui, mais on est d'accord. Mais je crois quand même que sur la place, au niveau des 14 banques et établissements financiers, il y a quand même pas mal d'efforts qui se font, même si le système monétique en général a beaucoup de failles, surtout au niveau du système bancaire togolais, les problèmes de connexion qui sont récurrents, les problèmes monétiques, les cartes qui ne fonctionnent pas des fois, et il faut que véritablement au niveau de la l'APBF, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, il y a plus d'efforts afin
que ces banques-là mettent les clients à l'abri de ces dysfonctionnements et les mettent définitivement en sécurité en ce qui concerne leurs fonds et voilà l'utilisation du système informatique. Vous savez ce que moi je pense des banques, non? Bon, je ne vais pas le dire publiquement. Oui, je sais. Alors, bon, à côté de tout ça, le FMI, lui, il échange avec les médias. Oui, le FMI a échangé avec les médias récemment en début d'année par rapport à la facilité élargie de crédit. Donc, au titre de cet accord-là, le représentant résident qui est Maximilien Cafo a échangé et discuté avec les professionnels des médias pour expliquer les contours de cet accord, comment ça va se passer, etc. Et ensuite se prononcer sur des sujets d'actualité comme le budget de l'État, les orientations budgétaires et d'autres questions qui ont trait à l'économie nationale pour permettre justement aux journalistes de mieux comprendre la conjoncture actuelle et les perspectives du FMI en ce qui concerne le Togo et la soutenabilité de la dette et les efforts qui sont en cours pour justement mettre le pays dans le sens de la marche en ce qui concerne la croissance économique et la création d'emplois et ensuite la soutenabilité de la dette. Alors, il y a une belle interview que vous publiez ce matin dans votre journal La Nouvelle Tribune, c'est celle du général Berena Nyakoudé. Sa parole est un peu rare, suffisamment rare pour pouvoir le signaler. Très rare. Il parle de la NASAP qui ne vient qu'en appui aux communes. Il s'en lave les mains, c'est ça? Ou non, mais on va pas le dire comme ça. Moi, je dirais plutôt que les communes aujourd'hui ont démissionné en ce qui concerne l'assainissement et l'environnement. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est l'argent. La NASAP. Non, mais Eric, avant la NASAP, on va faire une analyse claire. On est tous d'accord que avant la mise en place des communes, la NASAP était quand même visible à Lomé. Avec ses camions, oui. Voilà ses agents qui étaient à tous les coins de rue. On avait quand même vu la NASAP à l'œuvre avant les élections municipales. Et après les élections municipales et la mise en place des communes, mais la responsabilité de l'assainissement et de l'environnement incombe maintenant à chaque mairie, notamment à toutes les mairies réparties sur l'ensemble du territoire national, pour que ensuite la NASAP puisse venir chercher les ordures dans le centre de transit, c'est-à-dire là où les mairies collectent pour décharger, et la NASAP vient chercher les ordures là-bas pour justement le centre d'enfouissement d'Akété. Et maintenant, aujourd'hui, ça voudrait dire que quoi? La NASAP s'est vue un peu amputer son budget parce que voilà, les communes sont en place et les communes vont faire le gros du travail. Donc la NASAP maintenant, c'est là où nous avons compris, l'Agence nationale de salubrité publique vient en appui aux efforts des communes. Mais on constate sur le terrain que quoi? Que les communes, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est des conflits d'intérêts autour de l'assainissement, de l'environnement. Regardez comment dans toutes les communes, la collecte des déchets est un problème. Et on dit que telle mairie a signé avec telle structure, telle mairie a signé avec telle GIE, telle mairie a signé avec telle ceci. Et dans la même commune, dans la même mairie, il y a des conseils municipaux qui disent que ça, c'est l'entreprise du maire. Ça, c'est l'entreprise du maire. Ça, c'est l'entreprise du maire. Ah oui, on donc, des choses les problèmes qui ne finissent pas. Mais les problèmes qui ne finissent pas. Pendant ce temps, les ordures ménagères dorment dans les maisons, dans les domiciles des gens, qui ne cherchent qu'à être débarrassés de ça. Mais vous demandez à ceux, ou bien aux bonnes volontés qui avaient des tricycles qui circulaient de maison en maison pour débarrasser les gens des ordures, vous les demandez de ne plus travailler parce qu'il faut être GIE, il faut payer les taxes, il faut payer les impôts. Et donc, chacun vient avec la société. On dit que lui, il est plus huppé, il a du matériel, il a de gros camions, voilà. Mais finalement, on se rend compte que les gens, ils nous ont vendu du vent. Mais regardez dans toutes les communes, Eric, les problèmes sont pareils. Les problèmes d'assainissement, les dépotoirs sauvages, et les camions qui ne circulent plus correctement, les ordures qui dorment dans les domiciles. Mais c'est un problème. Regardez l'image de nos capitales en matière d'assainissement. Avant, il faut le dire, on voyait quand même la NASAP dans tous les coins de rue. Les agents, les camions, et puis on voyait des gens arroser. Mais maintenant, c'est compliqué. C'est là où on demande que les mairies puissent se réveiller. Il faut que les mairies se réveillent parce que nous avons lancé le débat aujourd'hui avec cette interview du directeur général de la NASAP. Voilà, pour dire que oui, parce que justement, on est parti de quoi? Vous avez vu le nouveau classement de Jeune Afrique Intelligent sur les nouvelles villes propres d'Afrique. Vous avez vu Cotonou. Oui. Cotonou est en haut du tableau. Cotonou est en haut du tableau, mais Cotonou, auparavant, c'était pas... Lomé n'avait rien envie à Cotonou en matière d'assainissement et de beauté. Mais aujourd'hui, Cotonou nous a dépassés parce que, justement, nos maires sont plus occupés par leurs propres intérêts, par les sociétés qui vont prendre des marchés, que par l'assainissement, que par l'environnement. Je suis désolé de dire ainsi, mais c'est la vérité, Eric. Oui. C'est la vérité.
Et donc, il faut qu'on retourne aux fondamentaux. L'assainissement de la commune, la protection de l'environnement, c'est quelque chose de capital. Et on n'a plus à avoir des maires qui se bagarrent autour de ces petits marchés, parce que bon, justement, vous voyez qu'ils rejettent la balle sur la NASAP, disent que mais c'est la NASAP qui doit faire, c'est la NASAP qui doit faire ceci. C'est pas la NASAP qui collecte maintenant les ordures dans les domiciles, je suis désolé. C'est pas la NASAP d'assainir maintenant les communes. C'est le rôle des maires. C'est le rôle des maires. Et là, cette interview, elle vient à point nommé pour relancer le débat sur, justement, pour la problématique des ordures ménagères dans les communes et de l'assainissement. Et c'est important donc de lire l'interview du directeur général de l'ANASAP, le général Berena Nyankouder. Je le répète, sa parole est suffisamment rare pour pouvoir le signaler. Il dit que l'ANASAP ne vient qu'en appui aux communes. L'interview à lire à la page 7 de votre journal La Nouvelle Tribune. Merci beaucoup, Eloma Tsogui. Eric, merci et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci beaucoup à vous. Et avec quel morceau on va raccompagner l'homme? Et si on vous raccompagnait avec ce morceau de Djantakan Agbeya Djezo? Ah, mais ça c'est un groupe, un vieux de la vieille. Ah ouais. Ça c'est dans les années Togo Hip Hop Awards. Si, les années 2000, début des années 2000. Voilà. Mais ils sont là, ces jeunes-là, maintenant. On a connu des groupes, hein. Bah, je crois qu'ils se sont disloqués. Il y a tout le reste. Voilà, c'est ça. Vous, les Togolais, vous êtes trop divisés. Vous n'êtes jamais ensemble. Mais écoutez, on va écouter Djantakan Agbeya Djezo. Merci beaucoup et bonne journée, l'homme.